Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. Pour ce premier épisode de l'année 2026, on ne change pas une formule qui marche. L'IA est toujours et encore à la une de l'actualité, avec cette semaine une rumeur autour de ChatGPT qui, si elle se confirme, pourrait changer beaucoup de choses en marketing digital. D'après plusieurs informations, ChatGPT pourrait bientôt voir ses réponses influencées par des contenus sponsorisés. Une perspective qui soulève de vraies questions sur la neutralité des réponses, sur la confiance des utilisateurs, mais aussi sur les nouvelles opportunités ou les risques pour les marques. Car si l'IA conversationnelle devient un nouvel espace média, c'est tout le paysage de la visibilité digitale qui est en train d'évoluer. Alors, jusqu'où ira la monétisation des IA conversationnelles? C'est ce que nous allons décrypter ensemble dans l'actualité à la une. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on verra comment Meta envisage de faire payer les professionnels pour continuer à partager des liens sur leur page. Et ce que ça implique pour la portée des publications organiques. On analysera une étude GIO qui montre pourquoi viser un seul mot-clé ne suffit plus pour exister dans les réponses des LLM. On fera un détour par YouTube qui veut simplifier la création de partenariats sponsorisés entre créateurs et annonceurs et on verra comment. On passera aussi par LinkedIn avec l'arrivée des Reserved Ads et plusieurs nouveautés publicitaires pensées pour les annonceurs et on terminera avec le chiffre de la semaine autour du nouveau nombre maximum de hashtags sur Instagram et de ce que ça change concrètement pour vos stratégies social media. Allez, installez-vous bien, que ce soit au bureau, dans les transports ou sur la route, votre premier résumé de l'actualité marketing de l'année commence maintenant. Avant d'entrer dans l'actualité à la une, je voulais prendre quelques secondes pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2026. À vous qui nous écoutez à chaque épisode et à tous ceux qui soutiennent le podcast depuis le début et à ceux qui vont découvrir le podcast avec cet épisode. C'est un vrai plaisir de voir que Digital Marketing for Pro a très vite rencontré son public et surtout son besoin. La preuve que dans un monde où le marketing digital évolue à une vitesse folle, avoir un format court, clair et actionnable, disponible tous les 15 jours, répond à une vraie attente. On est vraiment très content de ça. Et surtout, ce podcast est aussi le vôtre. Alors n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous aimeriez voir évoluer cette année. Vos retours sont essentiels pour faire progresser le podcast et le faire coller au plus près de vos enjeux terrain. Et si vous voulez échanger plus directement, je suis aussi disponible sur LinkedIn. Tapez Kevin Brun Marketing, vous me trouverez facilement. Allez, on entre tout de suite dans l'actualité à la une de la semaine. Depuis quelques jours, une rumeur prend de l'ampleur. OpenAI préparerait l'arrivée de la publicité dans ChatGPT avec un scénario beaucoup plus sensible qu'une simple bannière. L'idée évoquée, c'est que des contenus sponsorisés puissent être favorisés directement dans certaines réponses de l'IA. Et c'est ça qui change tout, parce qu'on ne parle pas juste d'une pub à côté, comme on l'a toujours connu sur le web, mais potentiellement de pub au cœur de la réponse. Quand vous demandez une recommandation, un comparatif, une shortlist d'outils, l'IA pourrait donner un traitement préférentiel à un acteur qui a payé pour apparaître. Alors ce que disent les sources de façon très concrète. Selon les informations rapportées par The Information et reprises ensuite par plusieurs médiathèques, des employés d'OpenAI auraient discuté de modèles capables de prioriser de l'information sponsorisée dans la réponse quand la question de l'utilisateur s'y prête. Et il y a aussi des indices techniques qui vont dans ce sens. Dans une bêta de l'app Android de ChatGPT, des références à des formats publicitaires auraient été repérées avec des libellés du type Search Ads Carousel ou encore Bazar Content. Alors, à quoi ça pourrait ressembler concrètement? D'après des maquettes internes évoquées par les mêmes sources, OpenAI testerait plusieurs approches justement pour éviter l'effet rupture. La première option, c'est une barre latérale avec des informations sponsorisées à côté de la réponse principale. La deuxième option, c'est une intégration plus progressive où la pub n'arrive pas forcément dès la première réponse, mais plus tard dans la conversation quand l'intention devient clairement commerciale. Et la troisième option, c'est une mention de transparence pour signaler qu'il y a du sponsorisé dans la réponse, comme on peut le voir dans une recherche Google.
Et point important, un porte-parole d'OpenAI a confirmé à The Information que l'entreprise explorait ce à quoi pourraient ressembler des publicités dans ChatGPT en insistant sur la relation de confiance des utilisateurs et la nécessité de la respecter. Parce que soyons honnêtes, la pub dans l'IA, c'est le sujet qui revient toujours dès qu'un produit devient massif. Et massif, c'est le mot, hein. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a indiqué que ChatGPT avait atteint 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaire. À ce niveau-là, on comprend pourquoi l'idée de monétiser une telle audience devient extrêmement tentante. Surtout que Google l'a déjà fait avec ses AI Overviews. Désormais, Google explique officiellement que des annonces peuvent apparaître au-dessus, en dessous et même au sein des réponses générées par l'IA quand il détecte une intention commerciale. Donc OpenAI se trouve face à la même équation. Plus d'usage, plus de coûts et la question, comment on finance tout ça ? Alors, si cette rumeur se confirme, et on reste prudent parce qu'il n'y a pas de date officielle ou encore d'annonce officielle, ça ouvre un tout nouveau chapitre de l'IA marketing. ChatGPT ne serait plus seulement un outil de réponse, mais aussi un espace de visibilité monétisé. Et ça veut dire que demain, il pourrait y avoir 2 combats en parallèle, être suffisamment compréhensible et crédible pour être repris naturellement par l'IA, le GIO, et potentiellement être présent via des placements sponsorisés sur les requêtes à forte intention. Dernier point, et pas des moindres, certains évoquent un calendrier possible dès le premier semestre 2026, sans, je le rappelle, de confirmation officielle pour le moment. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas encore un ChatGPT avec pub acté noir sur blanc. Mais on a assez de signaux pour se dire une chose, la monétisation de l'IA conversationnelle n'est plus une hypothèse lointaine. Et surtout, il y a un point critique. Aujourd'hui, les utilisateurs font confiance aux IA pour choisir, comparer, benchmarker, résumer. Mais si le sponsorisé vient brouiller la frontière entre aide et influence, c'est la crédibilité même des réponses qui vacille. Et pour les marketeurs, c'est là que ça peut devenir une vraie opportunité, si la monétisation se fait avec transparence et des garde-fous clairs, sans dégrader cette crédibilité. On ouvre un nouveau terrain de jeu puissant. Sinon, le risque est simple, la confiance se brise et tout le modèle perd sa valeur. Et justement, il n'y a pas que OpenAI qui cherche à monétiser son audience. Depuis quelques années, Meta multiplie les pistes pour rentabiliser Facebook et Instagram. Et Meta Verified en fait partie. Au départ, c'était surtout présenté comme un sujet de crédibilité, de sécurité et de support. Et là, on voit que ça peut devenir aussi un moyen de monétiser des usages clés. Alors, déjà, Meta Verified, c'est quoi ? Meta Verified, c'est l'abonnement payant de Meta. Il donne le fameux badge bleu, le badge vérifié, une vérification d'identité, une protection renforcée contre l'usurpation et en général, un support plus accessible. Cela dit, plusieurs mois après son lancement, Meta ne communique pas vraiment sur des chiffres publics sur l'adoption ou le chiffre d'affaires généré par cette option payante. Et ça alimente une question simple, est-ce que Meta cherche justement à pousser l'offre plus loin en la rendant plus utile pour les pros? Et c'est là que le test dont on parle aujourd'hui devient intéressant. Ce que Meta teste en ce moment, c'est que sur Facebook, certains comptes pro et certaines pages seraient désormais limités à 2 publications avec lien par mois gratuitement. Et au-delà, si vous voulez continuer à partager davantage de liens, l'option proposée serait de passer sur Meta Verified. Dit autrement, le lien, donc la capacité à envoyer du trafic vers un site, une landing page, une fiche produit, pourrait devenir un avantage premium. Alors pourquoi c'est un signal fort ? D'abord, pas de panique, on parle d'un test, pas d'un basculement général. Mais le message est clair, Meta pousse progressivement vers un modèle où certaines fonctionnalités deviennent payantes et surtout, ça confirme un mouvement de fond qu'on observe depuis longtemps. Meta préfère que les marques publient du contenu qui retient les gens sur la plateforme plutôt que des posts qui les font sortir via un lien. Si ta stratégie Facebook reposait beaucoup sur « je poste un lien et j'envoie du trafic vers mon site internet », ce genre de test te force à ajuster toute ta stratégie. Parce que demain, le lien peut devenir plus rare, plus cher et donc réservé à des moments clés. Et là, on retombe exactement sur ce qu'on disait dans l'épisode Focus sur l'influence de l'IA sur les stratégies SEO. On est en plein dans une logique de zéro-click marketing. L'idée n'est pas forcément d'utiliser Facebook comme une source de trafic direct. L'idée, c'est de travailler la marque, faire passer des messages, nourrir la relation pour que les gens ensuite aillent chercher vos produits directement dans Google
ou dans un LLM. Et même si ce dispositif n'est pas encore généralisé, c'est clairement un signal à prendre en compte pour faire évoluer votre stratégie social media en 2026. On l'a dit, l'IA, c'était le sujet marketing digital en 2025 et ça va clairement rester au cœur des débats en 2026 avec notamment une question assez épineuse, comment apparaître dans les réponses des IA pour profiter de cette nouvelle visibilité pour les marques. Et pour démarrer l'année, une étude GIO apporte des éléments très intéressants sur le sujet. L'idée centrale est la suivante. Pour apparaître dans les réponses des IA, il faut sortir de l'approche SEO classique où l'objectif est de ranker sur un mot-clé. L'idée, c'est de travailler également ce qu'on appelle les query fan-out. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les query fan-out ? Quand un utilisateur pose une question, l'IA ne la traite pas comme une seule requête, elle la décompose en une série de sous-questions. On va prendre un exemple. Si quelqu'un demande meilleur outil SEO, l'IA va aussi explorer des angles du type outil SEO technique, outil SEO sémantique, comparatif 2026, prix, outil SEO pour PME, alternative, limite, cas d'usage, tout un tas de sous-questions et c'est ça qu'on appelle les query fan-out. Et pourquoi l'étude arrive à cette conclusion ? C'est parce qu'elle a analysé plus de 10 000 requêtes et plus de 173 000 URL pour essayer de comprendre comment l'IA sélectionne le contenu à mettre en avant. Plusieurs chiffres assez intéressants. Tout d'abord, 51% des pages citées par l'IA rankent à la fois sur la requête principale et sur des queries fan-out. A l'inverse, moins 20% des pages citées rankent uniquement sur la requête principale. Et ce constat est renforcé par un autre point assez contre-intuitif. Beaucoup de sources citées par les IA ne sont même pas dans le top 10 Google. Donc oui, le SEO classique reste important. Mais il n'explique plus tout à lui seul sur la sélection des sources par une IA. Est-ce qu'il faut traquer toutes les queries fan-out ? Non. Et c'est là où il faut être malin. Parce que ces queries fan-out bougent selon le profil de l'utilisateur, selon l'historique, selon le contexte, selon l'outil d'IA et même selon le moment de la journée. Dans l'étude, une partie seulement des queries fan-out reste stable. C'est une cible mouvante. Alors la stratégie à retenir, c'est quoi ? L'idée, c'est de ne pas créer une page pour chaque sous-question, ça serait une véritable arlésienne. L'idée, c'est de construire une couverture thématique solide. Concrètement, créer une page pilier vraiment complète, structurée avec des sections claires, définitions, critères, comparatifs, erreurs à éviter, recommandations, ajouter des blocs FAQ qui répondent aux sous-questions naturelles et relier le tout à des contenus satellites, guides, cas d'usage, benchmark, pour qui, combien ça coûte, quelles alternatives. Ça vous dit quelque chose ? Eh bien oui, ça redonne beaucoup de valeur à ce qu'on appelle une stratégie SEO en silo. Parce qu'au fond, un silo, c'est exactement ça. Une page pilier qui traite le sujet principal et autour des contenus satellites qui répondent à toutes les sous-questions possibles. Autrement dit, tu ne te bats plus seulement pour ranker sur un mot-clé, tu construis un territoire de marque, un territoire thématique avec une architecture claire et quand une IA fait du query fan-out, elle retrouve justement tes contenus satellites, ce qui augmente mécaniquement tes chances d'être cité. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2026, l'enjeu n'est plus seulement de ranker sur un mot-clé, c'est de devenir une source évidente sur un sujet parce que vous couvrez les angles que l'IA va explorer, même si l'utilisateur ne les a pas clairement formulés. Et ça, c'est exactement le cœur du GIO, moins de mots, plus un territoire. Après avoir parlé de GIO et de cette bataille pour apparaître dans les réponses des IA, on change totalement de terrain, mais on reste sur un sujet de visibilité. Les partenariats sponsorisés sur YouTube. Parce que YouTube vient d'ajouter plusieurs nouveautés pour rendre ses collaborations plus simples, plus propres et surtout plus mesurables. Jusqu'ici, un partenariat sponsorisé sur YouTube, c'était souvent un peu artisanal. Une marque finance une vidéo ou un short et ensuite, pour mesurer ce que ça a donné, elle dépend totalement du créateur. Tu peux m'envoyer les stats, tu as le watch time, tu peux me faire un petit bilan chiffré. Bref, du reporting manuel, plus ou moins détaillé, pas toujours au même standard et surtout, parfois opaque. Et pour les marques, ça pose un vrai souci parce que c'est difficile de piloter une campagne, difficile de l'optimiser et voire même difficile de justifier son ROI si on n'a pas des chiffres tangibles et accessibles. Et c'est ce qui change
c'est que YouTube lance Brand Partner Access. L'idée, elle est simple, c'est que le créateur peut autoriser la marque à accéder directement au stade de performance, mais uniquement sur les contenus concernés par le partenariat. Donc en fait, plus besoin de faire de capture d'écran, de rapports faits à la main ou de relance à répétition. La marque peut accéder aux indicateurs qui lui manquaient souvent, comme par exemple le nombre de vues, l'engagement, la durée de visionnage et toutes les données utiles si la marque veut aller plus loin dans l'amplification. En clair, on rapproche les partenariats créateurs des standards de la pub digitale, mais dans une logique de collaboration. L'autre évolution très importante, c'est que la vidéo sponsorisée peut ensuite être transformée en publicité. Donc une fois que le partenariat est validé, la marque peut utiliser la vidéo du créateur comme support publicitaire sur YouTube, sur Short et plus largement dans tout l'écosystème Google Ads. Et là, ça change la nature du deal parce qu'on ne parle plus seulement d'une vidéo sponsorisée publiée sur une chaîne, on parle d'un contenu créateur qui peut devenir un véritable asset média amplifiable par les marques. Et pourquoi YouTube pousse dans ce sens ? Parce que YouTube a tout intérêt à fluidifier ce marché. Plus il y a de partenariats, plus il y a de financement pour les créateurs, plus il y a de financement, plus il y a de contenu, et plus il y a de contenu, plus YouTube augmente le temps passé sur la plateforme, l'inventaire publicitaire et la valeur globale de son écosystème. Autrement dit, YouTube est en train de rendre le sponsoring plus simple à acheter et donc plus facile à généraliser. Et puisqu'on parle de sponsoring, on a une chaîne YouTube, on a des chaînes sur les différentes plateformes d'écoute. Donc, si des marques nous écoutent et souhaitent sponsoriser un épisode de Digital Marketing for Pro, on est évidemment à l'écoute. On peut imaginer des formats propres, utiles et cohérents avec l'audience. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour voir ce qu'on peut construire ensemble. Sur LinkedIn, même quand on met du budget, il y a un truc qui frustre beaucoup d'annonceurs. Tu lances une campagne, tu as un bon ciblage, un bon message, mais tu n'as pas toujours la garantie d'être vu au bon moment. Et ça, c'est encore plus vrai dans le contexte qu'on a déjà évoqué dans ce podcast. La portée organique sur LinkedIn a tendance à baisser, voire même à s'écrouler. J'ose dire. Autrement dit, publier naturellement ne garantit plus d'être visible, même avec un bon contenu. La concurrence est plus forte, le feed est plus dense et surtout, l'attention est beaucoup plus difficile à capter. Et c'est dans ce contexte que LinkedIn pousse des formats publicitaires plus premium. Le message implicite est assez clair, si vous voulez sécuriser de la visibilité, il faudra de plus en plus la payer. Alors, la première nouveauté, ça s'appelle Reserved Ads. L'idée, elle est simple, tu réserves le premier emplacement publicitaire du feed. Donc, ton annonce apparaît tout en haut du fil d'actualité de façon plus constante. Pour l'instant, c'est une fonctionnalité plutôt orientée grand compte, donc avec l'accompagnement de LinkedIn. Donc, pas forcément accessible à tout le monde dès demain, mais c'est clairement un dispositif à garder en tête si vous cherchez une visibilité rapide et massive sur un temps court. Mais LinkedIn ne s'arrête pas là. Ce qui est intéressant, c'est que LinkedIn ne se contente pas d'ajouter un format premium. La plateforme est aussi en train de travailler un autre chantier, rendre la production et l'optimisation publicitaire beaucoup plus simple pour que les équipes marketing puissent lancer plus vite, tester plus et scaler sans y passer des heures. Le premier levier, ça s'appelle Ad Personalization. Avec cette fonctionnalité, LinkedIn te permet d'insérer automatiquement des éléments issus du profil de ta cible dans le texte de l'annonce, comme son prénom, le poste, son secteur d'activité ou encore le nom de l'entreprise. L'objectif, il est simple, que la pub ressemble moins à un message générique et plus à une annonce qui tombe au bon moment pour la bonne personne sans que tu aies à créer 25 variantes à la main. Le second levier, ça s'appelle AI Ad Variant. Tu fournis une base, une accroche, un angle, un message et LinkedIn génère plusieurs variantes d'une même publicité prêtes à être testées. Le gain, il est très concret. Au lieu de passer une demi-journée à écrire des déclinaisons, tu peux lancer plus vite et laisser la perf décider. Le troisième levier, ça s'appelle Flexible Ad Creation. Là, on passe dans une logique encore plus automatisable. Tu ne crées pas une annonce figée, tu donnes des ingrédients, plusieurs textes, plusieurs images, plusieurs vidéos, et LinkedIn s'occupe du reste. Il assemble les différentes combinaisons, les tests et pousse celles qui fonctionnent le mieux. Donc tu passes d'un mode de je fabrique des ads à un mode je fournis des assets et la machine optimise. L'autre levier à prendre en compte dans votre stratégie LinkedIn 2026, c'est le petit bouton
Boost. Concrètement, comment ça fonctionne ? Tu prends un post déjà publié et tu le transformes en publicité en quelques clics directement depuis le post en cliquant sur le bouton Boost. Tu mets un budget, tu choisis une audience, tu définis une durée et LinkedIn diffuse les publications plus largement comme une annonce publicitaire. Alors pourquoi LinkedIn pousse le mode Boost ? Parce que c'est une porte d'entrée très simple vers LinkedIn Ads. Avec les Reserved Ads, LinkedIn répond aux besoins des grands annonceurs qui veulent réserver une visibilité premium et massive. Avec le Boost, LinkedIn répond à un autre besoin, permettre à n'importe quelle équipe marketing, voire même une personne en tant que telle, de faire du paid sans monter une campagne complète et industrielle. Le Boost marche particulièrement bien dans 3 cas de figure. Déjà, quand le post fonctionne très bien en organique, c'est l'occasion d'amplifier le message, un message qui a prouvé qu'il fonctionnait. Le deuxième cas de figure, c'est un enjeu de visibilité rapide. Vous organisez un webinaire, un recrutement, un événement, vous donnez de la visibilité à ce post-là. Et ça vous permet également de faire du paid light sans vous lancer dans une usine à gaz. Mais attention, booster un post moyen ne le rend pas magique. Le boost, ce n'est pas une baguette magique. Ça fonctionne surtout quand tu pars d'un contenu solide, clair, utile, avec un message simple et si possible qui a déjà fonctionné d'un point de vue organique. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que LinkedIn est en train de rendre la publicité B2B plus premium avec les Reserved Ads, plus personnalisable avec l'IA, plus scalable avec l'automatisation et surtout plus accessible avec le bouton Boost. Donc si tu fais du B2B en 2026, la vraie question c'est pas est-ce que LinkedIn est cher, c'est est-ce que je sais utiliser les bons leviers au bon niveau de maturité et au bon moment. Allez, on termine ce premier épisode de l'année avec le chiffre de la semaine qui est le nombre 5. 5, c'est désormais le nombre maximum de hashtags que vous pouvez ajouter sur un post ou un réel Instagram. Oui, on est loin de l'époque où on en collait 20 ou 30 hashtags pour maximiser la portée. Alors pourquoi ce changement ? L'idée c'est de limiter les spams et de pousser une logique plus qualitative, moins de hashtags mais plus des hashtags ciblés. Et surtout ça confirme un message implicite qu'on savait déjà tous, les hashtags ne sont plus le levier principal de découverte sur Instagram, ils deviennent un signal parmi d'autres. Ce que ça change concrètement pour vos stratégies social media, déjà, ça vous force à faire un choix. Au lieu de vouloir couvrir large, vous devez être hyper intentionnel. La bonne pratique, c'est d'avoir un mix du type 1 hashtag marque, 2 hashtags très niche métier, un hashtag de catégorie, voire même d'intention, et un hashtag contextuel lié à l'événement, la localisation, la campagne, etc. Et surtout, on arrête les hashtags génériques, fourre-tout, ils prennent une place précieuse pour au final pas grand-chose parce que vous êtes noyé dans toutes les autres publications qui utilisent ces hashtags génériques. Au final, si vous voulez continuer à être trouvé, il faut bosser vos mots-clés dans la légende, vos sujets, vos angles de contenu, vos hooks, évidemment, et la cohérence globale de vos posts, votre ligne éditoriale, plus que de lister 30 hashtags à chaque publication. Bref, moins hashtag hacking et plus contenu SEO social. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de l'année de Digital Marketing for Pro. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à nous laisser un commentaire, à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de faire découvrir le podcast à d'autres professionnels du marketing et surtout à nous soutenir. Et puisque vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, on a une petite annonce pour vous. Le 2e épisode de Focus arrive très vite sur la chaîne. Si vous ne connaissez pas encore Focus, c'est notre format long. On creuse une problématique de fond avec un expert et on en ressort avec des idées actionnables et des recommandations concrètes. Je vous mets le lien du premier épisode en description. Et après le succès d'ailleurs de ce premier épisode sur l'influence de l'IA sur les stratégies SEO, on a voulu attaquer un autre sujet brûlant, la place de l'IA dans Google Ads. Avec l'automatisation qui se généralise, est-ce que l'IA va rendre les agences et les experts Google Ads moins indispensables ou au contraire plus stratégiques? Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas louper ce prochain épisode, il arrive très vite sur la chaîne. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un débrief de l'actualité du marketing digital, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.